Bienvenue dans Comme toujours. Chaque semaine, nous revenons sur les images qui ont fait l'actualité, mais au travers du prisme de la communication, puisque vous le savez désormais, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Alors avec au sommaire cette semaine, la communication décortiquée de Boris Johnson, héros du Brexit, pourfendeur de l'Europe pendant toute la campagne, et revirement spectaculaire alors qu'il a gagné son incroyable pari. Après la victoire, il se montre d'un coup conciliant, peu loquace. Jusqu'au coup de théâtre de ce midi, il renonce à la succession de David Cameron. Et alors que l'Europe parle de choc, de déflagration après ce Brexit, eh bien le Front National, lui, au contraire, glorifie le choix du peuple, la démocratie britannique. Le FN est-il en train d'utiliser ce vote pour renforcer sa campagne de 2017 ? Et puis à la loupe également ce soir, la communication de la Fédération française de football à travers ses 3 derniers sélectionneurs. Quelle évolution, quel changement entre Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps? Lequel est le plus fin connaisseur en termes de com? L'avis de nos experts. Avec ce soir, Franck Tabireau, bonjour. Bonjour. Président de l'agence Hémisphère Droit. Anne-Claire Ruel est également notre invitée, bonjour. Bonjour. Professeur de communication politique. Et Nicolas Boudot, rebonjour. Bonjour. Nicolas, on rappelle aussi associé du cabinet Tilder. On va commencer par la séquence Boris Johnson, puisque c'est la stupéfaction aujourd'hui en Grande-Bretagne. Boris Johnson, pourtant le favori des sondages pour succéder à David Cameron, eh bien, a décidé de jeter l'éponge ce midi. On va revenir sur tout le feuilleton qui a mené à cet épisode final, qui a surpris tout le monde. On commence par le acte 1, c'est la campagne. Boris Johnson, ancien proche de David Cameron, qui fait partie de son même parti conservateur, eh bien, lui décide de faire campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il devient même le leader du Brexit. Je pense que ce que veut le public, c'est de se concentrer essentiellement sur ce qui compte pour eux, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur notre budget, 10 milliards de livres partent à Bruxelles, reprendre le contrôle de nos frontières, de notre politique migratoire et fondamentalement reprendre le contrôle de notre démocratie. Franck Tapireau, pendant toute la campagne sur ce Brexit, sur ce référendum en Grande-Bretagne, ce qu'on voit, c'est un Boris Johnson très déterminé. Déterminé, puis assez convaincant, mais de toute façon, c'est un très grand communicant. On l'a vu depuis des années à Londres. Il incarne vraiment quelque chose de différent. Il est vraiment, pour moi, dans la pure image des Anglais qui sont toujours out of the box. C'est-à-dire qu'il est vraiment exactement là où on ne l'attend pas. Oui. La preuve, il est du même parti que Cameron, mais il milite pour le Leave. Et il est donc le successeur idéal, naturel, quasi génétique de Cameron. Et il décide à la dernière minute, parce que 2 autres ministres se sont proposés à la succession, de ne pas y aller. On se demande réellement s'il est concrètement en train de pousser à chaque fois les idées auxquelles il croit, ou alors s'il est toujours en train de surprendre en permanence jusqu'à faire passer un sacrifice, se sacrifier sur l'autel du 10 Downing Street. Donc c'est assez surprenant, mais quand on connaît bien les Anglais, finalement, rien de surprenant, c'est totalement brite. Ouais. Je dirais donc que ce Borexit est totalement en phase avec la des Anglais. Exactement, Borexit, c'est pas mal, effectivement. On va revenir sur ce dernier épisode, mais pour rester sur cet acte 1, la campagne, effectivement, on avait vu un Boris Johnson très engagé et parfois avec des propos assez musclés et comme l'a dit Franck Tapireau, finalement assez convaincant pendant toute cette campagne. Oui, mais je rejoins complètement Franck, c'est-à-dire que c'est un communicant hors pair. Et d'ailleurs, les deux ont joué de la communication pour la communication. Donc les deux, c'est-à-dire Cameron, oui. comme Bojo, parce qu'on l'appelle Bojo, il a même un surnom. Alors pour ça, pour un communicant, c'est génial parce qu'on peut communiquer là-dessus. Mais oui, c'est de la communication pour la communication et un peu de la communication à la papa. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pari qui est le pari un peu des politiques un peu d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est de la tactique pour prendre la tête de son parti, etc., sans avoir une vision, un cap et donner une définition. Oui. Et finalement, il a gagné un peu par hasard et il se retrouve à se retirer comme ça. Et on voit dans ce qui suit pour sa communication que le vendredi, première communication petit peu flottante. On va y revenir. On n'est pas encore à l'heure de la victoire. On est vraiment là, l'acte 1, on est vraiment dans la campagne, sur les mots qu'il choisit, sur la posture qu'il prend. Il est connu en Grande-Bretagne, Nicolas, quand même, Boris Johnson, pour dire tout et son contraire. Ça ne l'embarrasse pas, visiblement, il reste assez populaire il parle aux gens, ça marche. Ça marche, il a été élu maire de Londres alors qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. C'est un punk.
En cela, il est complètement Bojo britannique. est un punk. C'est un Ça, c'est punk. un slogan. C'est un anarchiste conservateur. Ouais. Il aussi, est c'est absolument génial. C'est un anarchiste de droite, c'est un anarchiste Tories. Il est le seul dans son genre. Et ça fonctionne, ça marche parce que les Anglais aiment ça. C'est Ringo Starr qui serait le premier des Beatles. Enfin, c'est très très particulier. Et il a réussi son coup, il a réussi sa communication. Il a été parfait parce qu'il a fédéré autour de lui l'ensemble de ceux qui étaient pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et il a réussi à fédérer derrière lui une grande part des eurosceptiques qui, s'ils y étaient allés seuls, n'auraient pas nécessairement gagné parce que, malgré tout, dans l'opinion publique et dans les médias, ils étaient légèrement ringardisés, et c'est Boris Johnson qui les a tirés du bon côté. Donc vous êtes d'accord, en tout cas du côté de la victoire. La com pendant la campagne est absolument réussie. Acte 2, la victoire. Alors là, c'est le choc en Grande-Bretagne, parce que vous le savez, les Britanniques ont voté à 51,9% pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Boris Johnson, dans la matinée du vendredi, donc quelques heures après la publication des résultats, fait une courte allocution. C'est une allocution assez classique, finalement. Il se félicite de la victoire, mais rien de bien transcendant. Il est silencieux pendant tout le week-end. Il joue au cricket. Déjà, ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir le commenter. Et puis, on le retrouve pour une deuxième réaction, mais là seulement dans un édito lundi matin, dans son édito hebdomadaire. C'est le cas tous les lundis de sa chronique hebdomadaire au Télégraphe. Et là, changement de ton, on va le voir, on le voit ici, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe. Finalement, rien ne va changer, ou presque, après ce Brexit. Non, mais je pense que c'est une question de positionnement de Bojo, comme vous l'appelez justement avec son nickname magnifique. Ce qui l'intéresse, c'est l'énergie de la contradiction. Ce qui l'intéresse, c'est l'énergie de faire basculer. C'est d'être le promoteur de, voilà, on est out of the box, on milite pour le livre, et ça lui plaît que le livre l'ait emporté. Maintenant, d'avoir à se responsabiliser pour assumer le poids de ce livre, c'est pas pour lui. Il n'est pas comme ça, Boris Johnson, parce que là, ça veut dire, je serai non seulement celui qui a réussi à faire voter le livre, mais celui qui va assumer, endosser, et celui qui va être à 10 Downing Street, le Premier ministre britannique du Brexit. Et ça, il veut pas. Il est trop malin pour ça. Il veut de l'image, il veut pas le fond. Mais pendant toute la campagne, à un moment donné, le out, c'était bien au-delà des sondages, c'était en tête. Il pouvait s'y préparer, non ? Il était totalement impréparé. Là, on le voit complètement. Et son allocation, ce qu'il a fait dans le Télégraphe, c'est très révélateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, il essaie de se montrer un peu rassembleur. Oui, on sort, mais pas vraiment. Il fait aussi de la communication financière, si on veut revenir à la communication pure et dure, parce que les cours de bourse dévissent, parce qu'il faut rassurer aussi un peu tout le monde. Et donc c'est ça qu'il essaie de faire, finalement, de rassembler tant bien que mal, ne sachant pas la suite, justement, des prochains actes. Donc c'est ça quoi la suite des prochains actes ? Eh bien, c'est l'acte 3, c'est le coup de théâtre, et c'était ce midi. Cette chance et faisons de ce moment l'occasion d'apparaître la tête haute dans le monde. Cela doit être l'objectif du prochain Premier ministre de ce pays. Mais je dois vous avouer, mes amis, qu'ayant consulté mes collègues et compte tenu des circonstances au Parlement, j'en ai conclu que cette personne ne pouvait pas être moi. Nicolas, c'est la stupéfaction quand même. Mais non, il s'est saboté avec son interview, et là il conclut le sabotage, et il s'en va grandi. C'est celui qui aura fait finalement gagner son camp, et puis qui aura laissé la place. Non, c'est pas si impréparé que ça. Il voulait faire gagner son camp, et puis peut-être jouer le coup suivant, c'est-à-dire ne pas être Premier ministre cette fois, prendre la tête du parti Tories, du parti conservateur très vite, et puis être un Premier ministre une fois que la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne. Vous nous donnez rendez-vous dans quelques années. Je suis prêt à parier avec vous. Moi aussi. Et même beaucoup d'argent. Donc ça veut dire quoi, le bilan de la communication de cette séquence qui nous paraît ici en France ubuesque? Non, pour vous, elle est réussie finalement. Il a réussi à faire passer le projet. Mais c'est très bien que le vrai dur boulot, celui qui va essuyer les plâtres, c'est maintenant. Et essuyer les plâtres, c'est pas trop son truc. On le voit. J'adore l'idée du punk. D'ailleurs, la crête est retombée, mais il a gardé les mêmes cheveux. C'est magnifique. Vous l'imaginez, mais il sera malheureux comme tout d'avoir à prendre des mesures un peu dans l'esprit de Churchill, avec du sang, de la sueur et des larmes. C'est pas son truc. Il est dans le côté fun. Il est dans le côté happy. Il est dans le côté out of the box. C'est un créatif. En revanche, je suis totalement d'accord. Une fois que le prochain
va thatchériser un petit peu le Brexit, il viendra pour redonner à l'Angleterre un coup de neuf, et là, il sera en première ligne, vous le verrez. Et on se retrouvera peut-être ici en disant, rappelez-vous. Juste pour conclure. Je suis pas si sûre parce qu'en fait, il est quand même, il va payer cet opportunisme parce que là, on voit sur les réseaux sociaux, enfin toutes les personnes qui commencent à se mobiliser sur le coup, il va y avoir une longue reconstruction de l'image quand même. Donc, il a du temps. Il a 2 ans. Allez, Il a 2 ans, mais rendez-vous dans 2 ans pour réanalyser le Exactement. Boris Johnson, peut-être un peu moins punk. On verra. Le Brexit, on continue d'en parler. Brexit, cette fois vu de France, avec le parti de gauche qui applaudit mais qu'on entend très peu, et de l'autre côté de l'échiquier, le FN qui ne cesse de glorifier ce référendum. On ne pouvait pas faire infiniment comme cela sans les peuples, contre les peuples, en dépit des peuples, en les méprisant. Il fallait les écouter, et quand on les écoute, eh bien ils disent qu'ils n'en veulent plus de ce système, qu'ils aspirent à autre chose, ils aspirent à la liberté, à la démocratie, à la prospérité. Je crois maintenant qu'il faut un référendum en France. Plein de choses extraordinaires qui vont pouvoir se passer dans ce pays. Ils vont pouvoir arrêter de payer 8 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Ils vont pouvoir bénéficier de leur souveraineté territoriale en évitant de faire rentrer des centaines de milliers d'immigrés par an. Contrairement aux déclarations qui sont faites de ci, de là, à la propagande, mais inouïe. J'ai jamais vu une propagande comme ça, objectivement, et pourtant je m'y connais, hein, j'en suis souvent victime. Mais jamais j'ai vu une propagande comme ça après le Brexit. Avant, on fait la peur, la stratégie de la peur. Après, on essaye de mettre en place la stratégie du chaos. Anne-Claire Ruel, je vous voyais réagir là. Bah oui, c'est les arguments classiques du FN. Là encore, c'est un tapis pour eux. Ils arrivent avec leurs arguments qu'ils déroulent. C'est dans leur registre classique. Évidemment, ils sont sur leur territoire de communication. Donc voilà, ils déroulent les arguments. Pour eux. Pardon ? C'est du pain béni pour eux. C'est Ils du n'ont pain pas béni besoin pour de- eux. Mais cela dit, je pense que à côté, le front commence aussi à se mobiliser en termes de communication pour lutter justement contre le FN et cette prise cette de pouvoir. velléité de sortir éventuellement de l'euro Exactement. et ce référendum qui pourrait organiser éventuellement. Mais ça fait 2 ans que le Front National, d'ailleurs, ne communique pas tout en communiquant, c'est-à-dire qu'il communique de façon indirecte. C'est qu'il n'a pas besoin de communiquer pour communiquer. Il se sert des vagues créées par les autres. On le voit en France. Tous les autres partis ont milité pour Marine Le Pen depuis 2 ans. Bon. Et maintenant, enfin qu'une grande vague naît sur la Manche, on se croirait vraiment plutôt ou en Atlantique C'est ou pas dans le l'océan, Pacifique. oui, non, Une énorme vague arrive et plutôt que ça se transforme en tsunami, on voit Marine Le Pen et ses amis surfer sur cette vague magnifique. Ils ne font que ça et c'est plutôt intéressant en termes d'aïkido parce que ça dépense un peu moins d'énergie et d'argent. Et puis on le voit, on a déjà évoqué ce terme dans cette émission, mais ils font du newsjacking, c'est-à-dire qu'ils ont même pas, ils surfent sur l'actualité. Alors, Ils- newsjacking, c'est-à-dire qu'ils prennent l'actualité en fait, ils piratent l'actualité pour s'en servir pour leurs arguments. mais Oui, mais parce que là, on leur a servi. Ils sont partout depuis vendredi, on Oui. les voit partout. Mais c'est normal, puisqu'on leur a servi l'argumentaire. Comment ? Tout simplement en critiquant, et moi je l'ai vu à longueur d'éditoriaux et à longueur d'expressions politiques où il fallait revoter, où le résultat du référendum britannique n'était pas le bon et qu'il fallait trouver un moyen juridique ou administratif, une commission dans une cave quelque part qui décide de revenir sur la décision du peuple. C'est exactement ce que le Front National attendait pour communiquer. Et donc il y a une partie des élites françaises, y compris médiatiques, y compris politiques, y compris économiques, qui se sont engouffrés dans cette brèche en considérant qu'on pouvait faire en Grande-Bretagne la même chose que ce qui s'était passé en 2005 au Portugal ou en France. Et évidemment, le Front National en embuscade, beaucoup plus fort qu'il y a quelques années, surfe sur cette vague. On leur a servi. Sur la présence dans tous les médias, entre parenthèses quand même, il y a les obligations du CSA. Oui, assurément. Il ne faut pas l'oublier. Assurément. Oui, mais hors obligation du CSA, il faut dire qu'aujourd'hui, le Front National a un argument massu puisqu'il ne vient pas d'eux. Pendant des années, on leur a opposé à leur... on appelait ça un délire, le délire de la sortie de l'euro, le délire de la sortie carrément de l'Union européenne, le retour du franc. On leur a dit qu'ils n'y connaissaient rien en économie, etc. Alors, je ne juge pas, je constate. Aujourd'hui, on a un pays comme le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui est considéré quand même comme une force vive dans l'économie mondiale, qui décide de faire le Brexit. Ça va être très dur à opposer. La preuve. Voilà, ça lui amène une preuve. Donc, il va falloir d'autres arguments de fond, et non pas de forme. Il ne faudra plus de la com. Revenir en détail sur ce qu'un Frexit, par exemple, pourrait provoquer. Ok, on s'imagine. Parce que si on essaye de répondre à Marine Le Pen et au Front National par des arguments, il y aura toujours le Brexit qui sera plus fort que cela. Parce que c'est un argument émotionnel. Ouais. Et face à un argument émotionnel aussi fort que le Brexit, rien ne pourra être à la hauteur. Donc il faut préparer de vrais arguments de poids.
Claire. Le référendum, par définition, c'est effectivement des votes affectifs, quoi. C'est ça. Voilà, c'est le peuple. Donc, en termes de communication politique, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des arguments et il va falloir les opposer et faire rempart, justement. Le FN, qui finalement se sert du Brexit, mais plus que la démocratie qui est en train d'être glorifiée par le parti, c'est quoi ? C'est la stratégie 2017 qui est en place. Oui, c'est ça qui les intéresse. bien sûr. Mais elle est en place depuis longtemps, puisque cet argument n'est pas nouveau du tout. Ça fait très longtemps qu'ils ont exactement le même argument. Ils ont juste, aujourd'hui, ce qu'on appelle le supporting evidence. C'est de l'anglais, c'est normal, on parle de Brexit. Et ils ont une preuve absolue de tout ce qu'ils amènent depuis des années. Et c'est malheureusement pas porté par un petit pays, c'est porté par la l'Angleterre. 5e puissance économique du monde. 5e puissance Qui a économique inventé du la démocratie et on lui reproche aujourd'hui. Tout cela construit un discours extrêmement compliqué à détruire pour les opposants au Front National. La banalisation aussi du Front National, encore plus fort, parce que là, elle a un argument qui est de dire finalement, en valeur absolue, la décision que prennent les Anglais, c'est exactement la décision que je souhaite prendre. Donc quelque part, il y a même une adéquation totale entre les idées de Marine Le Pen et les idées des Anglais. Vous imaginez ce à quoi on arrive aujourd'hui. Donc face à ça, c'est fort. Mais malheureusement, c'est comme ça que les gens vont réagir. Pourquoi ? En termes de communication, imaginez là aussi, pour vous, quelqu'un de droite ou de gauche, ou un abstentionniste, parce qu'on parle du plus grand parti de France, qui n'a pas vraiment d'idée préconçue, ou qui n'a pas d'idée parce qu'il ne connaît pas assez ce pourquoi on veut soit rester, soit sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, il voit un des plus grands pays, un des pays phares dans le monde, pas seulement en Europe, qui sort de façon massive. Même s'il ne connaît rien, il dit mais attendez, si les Anglais sont sortis, peut-être qu'il faut faire pareil. C'est normal, c'est humain, ça n'a rien à voir avec la connaissance, avec l'intelligence ou avec la culture politique. Allez, on parle football tout de suite. Ah oui. Enfin, les matchs reprennent ce soir, premier quart de finale, vous le savez, et en plein milieu d'Euro, on analyse la communication des sélectionneurs de l'équipe de France. Quelles ont été leurs réactions après des clashs ou des polémiques ? Voyons comment ont réagi les deux derniers. Raymond Domenech, après la grève, vous savez, les joueurs qui ne veulent pas sortir du bus au mondial en Afrique du Sud, et Laurent Blanc, après les insultes de Samir Nasri envers un journaliste. Ce que j'aurais dû dire à la fin de ma lecture, qu'en aucune manière je ne cautionne ce document ni cette attitude-là. Après les réactions des joueurs, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a des réactions qui sont inattendues. Et après, s'il y a des problèmes entre deux personnes ou entre une personne et un journal, vous êtes des grands garçons, les gars, hein. Vous êtes des grands garçons et il y a des discussions avec ces personnes-là et essayer de régler ces problèmes-là. Verdict sur ces deux réactions. Déjà en termes d'attitude, de posture physique, il y en a un qui... défensive. Il y en a un qui est carrément affaissé. Donc Laurent Blanc. Laurent Blanc avec la tête un peu avancée, c'est un peu la tortue qui se protège. Domenech, surtout que les deux contextes ne sont pas les mêmes. Ce qu'avait vécu Anaïs Nin, Raymond Domenech était du jamais vu dans le du jamais vu. On le rappelle, là, dans l'histoire du sport, on le reverra plus jamais. Ouais. Mais il se tient droit, il se tient complètement droit, face, il ne baisse pas la tête, il ne baisse pas le regard ni la voix. Donc il y a beaucoup plus de courage dans l'attitude, en termes de langage du corps, que Laurent Blanc qui est complètement affaissé. Donc déjà, c'est mauvais en termes de communication. En termes de communication non verbale, oui, sur la posture, là, oui, 1-0 pour Domenech. Pour Domenech. Mais sur le... Il faut rappeler quand même, Raymond Domenech, vous le disiez, c'était du jamais vu. Les joueurs refusent des descentes du bus, ils font la grève, et qui lit le communiqué de grève ? À un moment donné, il critique quand même le sélectionneur. C'est le sélectionneur lui-même, en termes de communication. Oui. Ça, est-ce que c'est une erreur ? Ah oui, c'est une erreur. C'est une non, erreur. Mais je suis naïve dans ma question, je connais la réponse. Évidemment. Ça s'explique. Je ne sais pas si ça s'explique. Pourquoi je m'occupais de leur com à l'époque donc C'est vrai, bon, alors, je vais te laisser le faire. Mais non, c'est une erreur de communication majeure. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit des sélectionneurs communicants aussi, ce qui est une bonne chose pour la suite. Mais il y a eu beaucoup de média training aussi par la suite, de joueurs notamment, pour prendre la parole dans les médias. Si bien que tout est verrouillé aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut être ennuyeux. Voilà, tout est contrôlé. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Il y avait des médias training quand même à l'époque, Franck. Non, je peux vous le dire, je me suis occupé de la Fédé, ça fait d'ailleurs un grand scandale parce que j'ai décidé de ne plus m'occuper de la Fédé déjà à partir du mois d'avril, bien avant l'AISNA. J'avais prévenu la Fédé par 2 lettres commandées, maintenant c'est devenu, c'est connu. Ouais. C'était resté d'abord business to business, mais c'était devenu un événement parce que j'ai vu cette Fédé massacrer cette équipe de France et profiter de Raymond Domenech qui avait les épaules larges
comme ça, qui endossait tous les rôles. Il a tellement endossé tous les rôles qu'il s'est pris lui-même à son propre piège. Et Raymond n'a pas eu le temps d'avoir le recul nécessaire pour éviter de lire cette lettre qu'il n'aurait jamais dû lire. Pourquoi il l'a fait ? Il était lui-même le fusible et le porte-parole de cette équipe. On n'a jamais voulu construire, on va dire, une zone tampon de communication autour de lui pour pouvoir l'aider d'avoir des gens. Mais oui, la zone tampon, ça aurait été qui, par exemple ? Un capitaine ou Moi, par exemple, puisque j'étais logiquement payé pour cela. J'étais payé pour faire un métier que je n'ai pas pu faire avec la Fédé. Voilà pourquoi nous nous sommes fâchés, parce que je suis d'abord un supporter de l'équipe de France. Et Raymond est un ami. Je ne supportais pas de voir ce sacrifice d'une équipe, d'un entraîneur et d'une nation. Donc, une communication extrêmement mal maîtrisée. Oui. Visiblement, on est passé dans une autre ère avec Didier Deschamps. Il a eu le droit, lui aussi, à une polémique. On s'en souvient, la non-sélection de Karim Benzema pour 7 €. Il explique d'abord son choix sportif au mois de mai. Pas question de commenter la mise en examen du joueur. Je me doute que vous avez beaucoup de questions extra-football. Je n'y répondrai pas. Je ne vais pas rentrer dans des supputations avec des si et le conditionnel. Ça ne servirait à rien aujourd'hui. Alors, d'après vous, là, cette justification il est obligé de... Enfin, il ne peut pas faire autrement que de répondre ça, que de se mettre dans cette situation-là et de dire en substance qu'il y a une décision de justice, une procédure en cours, je ne la commenterai pas, parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. C'est exactement ce qu'il faut répondre dans ce genre de situation. Et on voit que Didier Deschamps maîtrise bien mieux la communication que ses deux prédécesseurs, et probablement tous les autres avant lui aussi. Et puis, il est bien plus respecté par ses joueurs que ne pouvait l'être Domenech. Aussi sur le plan sportif. Qui n'aurait peut-être pas dû rester sélectionneur après 2006, partir sur une défaite en finale où on dit qu'il ne sélectionnait plus déjà en 2006 l'équipe et que son capitaine Zidane avait pris le pouvoir et que lui n'était que le porte-parole et que ce porte-parole-là, il l'a gardé en 2010 et qu'il n'avait déjà plus la maîtrise de l'équipe, ce qui explique peut-être aussi toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer par ailleurs en Afrique du Sud. Alors, Didier Deschamps, il est parfait. Il est parfait parce qu'effectivement, il est respecté d'un point de vue sportif par les joueurs et même la communauté footballistique autour de ça. Et c'est un très très bon communicant. Pourquoi c'est un très bon communicant ? Parce qu'il est passé aussi de l'autre côté. Il connaît très bien les journalistes, il a été consultant aussi pour les médias, il connaît parfaitement les rouages, etc. C'est un roi de la communication dans le sens où il connaît le silence aussi, c'est-à-dire que quand il ne veut pas répondre, il ne répond pas. Et d'ailleurs, vous me tendez une perche, parce que effectivement, cette non-sélection de Benzema est devenue une affaire nationale. Après que l'attaquant ait parlé dans un quotidien sportif espagnol, il accuse là Didier Deschamps de ne pas l'avoir sélectionné parce qu'il aurait cédé à une partie de la France raciste. S'ensuit les déclarations fracassantes de Cantona, silence radio de Didier Deschamps, si ce n'est une interview accordée à l'AFP. Regardez, depuis plusieurs mois, j'ai dû faire face à pas mal d'impondérables. Il était difficile de prévoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas l'équipe de France et ils ne l'aimeront pas. On n'est pas là pour faire l'unanimité. C'était début juin. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur Didier Deschamps, qui en plus est un pro de la communication, mais déjà un très grand professionnel du football. Il connaît le terrain comme personne. En tant que joueur, il a un palmarès unique au monde. En tant qu'entraîneur, pareil. Et n'oublions pas qu'on oublie une personne. On oublie que c'était quelqu'un. C'est le tandem qu'il fait avec le nouveau président de la Fédé. C'est que Noël Le Graët. Ils sont très proches. Et le tandem qu'ils font, ils sont très proches. Et c'est ça qui est important. On sent qu'il y a un problème. Il y avait un problème de gouvernance à l'époque où, malheureusement, j'ai connu une Fédé qui était complètement en vrille. Il n'y avait que Raymond Domenech qui était justement la victime expiatoire de toutes les souffrances du football français. Aujourd'hui, on a un président fort. Et un président fort a choisi un entraîneur, pas un entraîneur, un sélectionneur fort. C'est pas la même chose. C'est le tandem. Mais le président fort a justement cette humilité, parce qu'il est fort, de laisser en avant celui qu'on doit mettre devant. C'est le symbole de cette équipe de France qui est Didier Deschamps. Et c'est là qui a changé. Que les choses ont changé. Pourquoi ? Le vrai héros de l'équipe de France, la vraie star de l'équipe de France aujourd'hui, c'est pas un joueur, c'est l'entraîneur. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Avec Aimé Jacquet, que j'adore, que je salue au passage, n'oublions pas qu'il a été starifié, comme on sait le faire en France, parce qu'on vole au secours de la victoire. Le soir de la victoire en Coupe du Monde. Il a été insulté du début à la fin. Raymond Domenech, il servait finalement de punching ball à tout le monde. C'est la première fois que Didier Deschamps est arrivé en position de force au début, il est encore plus en position de force aujourd'hui. Parce qu'au-dessus, n'oublions pas qu'il y a un grand président. On vous écoute, on gagne l'euro. Mais on va gagner l'euro, on va gagner l'euro. Et voilà, c'est la conclusion de l'émission. Merci à tous les trois d'avoir commenté l'actualité via le prisme de la communication. On continue de parler football, évidemment, sur LCI avec Julien Arnaud, au cœur du match à partir de 20h. Très belle soirée à tous.